Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Eh bien écoutez, je suis chargé ce soir de présenter le colloque du think tank Liberté et Prospective. Liberté et Prospective, c'est un think tank que nous avons créé avec Henriette Co, ici présente, qui est la présidente, en décembre 2017. Et il y a quelques participants d'ailleurs qui sont ici, qui étaient dans les fondateurs, et moi-même. Et nous avions pour objectif d'essayer de créer des débats sociétaux, économiques et autres pour essayer de faire passer au pouvoir politique, qui des fois est enfermé dans des postures et oublie où sont les véritables problèmes des Français. Donc nous avons essayé de débattre sur ces thèmes. On a eu plusieurs colloques. Il suffit d'aller sur notre site. Vous les trouverez dans des sujets assez variés. Même si c'est vrai qu'au départ, c'était assez axé sur la cybersécurité, la sécurité. Et le colloque de ce soir, Game of Thrones, qui fait allusion à la série télévisée Game of Thrones, du conflit de haute intensité à l'enjeu sécuritaire entre tout à fait dans le champ d'activité de ce think tank. Donc nous allons présenter la première intervenante qui est une députée du Morbihan, qui est députée de la région de Lorient. Lorient qui est fortement impactée par l'industrie militaire, même si elle ne fait plus de sous-marins aujourd'hui, elle fait énormément de produits militaires. Et Madame Lisiane Métayer, donc de son nom, est présidente du groupe d'études Industrie et Défense dans cette noble assemblée. Et avant, elle était ingénieure de recherche et directrice de la recherche et de l'innovation à l'Université de Bretagne Sud. Donc, Madame la députée Lisiane Métayer, je vous cède la parole, si elle veut bien venir. Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, mon engagement à l'Assemblée nationale, comme vous venez de l'indiquer, relie effectivement mon passé à mon engagement actuel dans le domaine de la défense en tant que présidente du groupe Industrie de Défense depuis quelques mois. Et notre orientation est claire, mettre l'innovation au cœur de nos préoccupations. Dans un monde marqué par le retour des États-puissances, l'émergence d'acteurs non étatiques comme les groupes terroristes, l'évolution des opérations vers les domaines numériques et spatiaux, les fonds marins, la possibilité de voir les armées des nations les plus économiquement puissantes concurrencées par l'utilisation efficace de technologies civiles. Il n'a jamais été aussi crucial de privilégier l'innovation. Ainsi, la supériorité technologique militaire se trouve aujourd'hui en compétition avec l'innovation civile, ce qui rend impérative une adaptation rapide pour saisir ces nouvelles avancées. Les conflits de 2019-2020, dont la guerre au Karabakh, les combats en Libye et la campagne militaire turque dans le nord de la Syrie, ont été marqués par une utilisation massive de drones tactiques et de petits drones. Ce qui les distingue, c'est qu'ils sont moins sophistiqués et moins coûteux que les équipements traditionnellement déployés par les puissances occidentales. Des acteurs régionaux tels que la Turquie et l'Iran ont entrepris la production à grande échelle et l'exportation de ces drones abordables et qui se sont rapidement répandus au Moyen-Orient et même en Afrique. Plus proche de nous, dans le temps et l'espace, le retour d'expériences ukrainiens en témoigne. Les drones de diverses natures bouleversent la façon de faire la guerre, dans toutes ses dimensions et dans tous les milieux. 10 000 drones perdus chaque mois côté ukrainien. 10 000 drones. Pour la plupart, ce sont des petits drones aériens, civils, modifiés afin de remplir des missions militaires. Ce nombre impressionnant
démontre d'une part l'ubiquité des drones sur le champ de bataille contemporain et d'autre part la nécessité de réfléchir aux notions de masse critique et d'approvisionnement en la matière. Cependant, la guerre des drones ne se limite pas à l'espace aérien. Elle s'étend également au domaine terrestre et sous-marin. À ce propos, j'étais rapporteur en début d'année pour la Commission de la Défense d'une mission d'information sur les grands fonds marins en préparation de la loi de programmation militaire pour les années 2024-2030 et je voudrais m'arrêter sur ce sujet quelques instants. Pendant longtemps, les grands fonds marins ont principalement attiré l'intérêt des entreprises et des chercheurs. Pourtant, en raison de leur abondance en ressources minérales et de leur importance pour des infrastructures essentielles à l'économie, tels les câbles sous-marins et les câbles de transport d'énergie, ces fonds marins représentent un environnement susceptible d'être utilisé pour des attaques hybrides, ce qui pourrait entraver la liberté d'action des forces navales. La guerre en Ukraine a illustré la réalité et l'importance de ces enjeux, notamment avec le sabotage du gazoduc Nord Stream. Ayant identifié les fonds marins comme un nouvel espace de conflictualité, les principales puissances mondiales ont élaboré diverses stratégies pour faire face à ces défis. Elles ont mis l'accent sur le développement de technologies issues principalement de la recherche civile, permettant d'opérer efficacement dans cet environnement vaste et largement méconnu. La France, je le rappelle, possède le deuxième domaine maritime mondial. Elle déploie sa marine sur l'ensemble des mers pour défendre ses intérêts et ses valeurs. La France s'est dotée, à son tour, en 2022, d'une stratégie de maîtrise des fonds marins qu'on appelle couramment MFM. Prenant acte de l'importance stratégique des enjeux des fonds marins, elle fixe pour notre pays une double ambition, à la fois opérationnelle et capacitaire, les deux, bien sûr, étant étroitement liés. En effet, il n'est pas possible de connaître, de surveiller et d'agir dans les fonds marins, qui sont les objectifs de la MFM, sans la maîtrise d'un ensemble de hautes technologies qui, pour certaines, font aujourd'hui défaut à notre pays, en particulier la capacité des drones et des robots sous-marins à descendre à 6000 mètres de profondeur. Forte d'une base industrielle et technologique performante et innovante, la France a les capacités de maîtriser les fonds marins. Et avec le programme France 2030, elle a posé un jalon important pour y parvenir en toute autonomie d'ici 2025-2028. Je reviens quelques instants sur cette ambition de la France, être capable de maîtriser les fonds marins en toute autonomie, connaître, surveiller, agir. Connaître, la maîtrise des données géophysiques est un enjeu majeur et un facteur clé dans la réussite des opérations. Surveiller, la surveillance doit garantir la sûreté de nos approches maritimes et contribuer à protéger les infrastructures sous-marines stratégiques en décourageant un adversaire potentiel de les menacer. Je rappelle que les données passent à plus de 90% par les câbles sous-marins et que le développement des éoliennes offshore et le transport de l'énergie par câble deviendra également une source de menace qu'il nous faudra protéger. Enfin, agir. Nous devons être capables d'agir dans les grandes profondeurs en réaction ou en anticipation dans la destruction, la récupération d'objets sensibles, la restauration ou le sauvetage d'une infrastructure sous-marine. L'enjeu n'est pas mince, car, nous le savons désormais, la surprise viendra d'en bas. Pour revenir au titre de votre conférence, du conflit de haute intensité à l'enjeu sécuritaire, il est important de noter que ce besoin de sécurité ne se limite pas aux opérations menées à l'étranger, mais concerne également le territoire national. En effet, le nombre de drones, en particulier de drones civils, est passé de 400 000 en 2017 à plus de 2,5 millions aujourd'hui. De plus, cette tendance ne montre aucun signe de ralentissement avec le développement continu des services offerts par les drones civils dans des domaines tels que la logistique, la mobilité urbaine et la surveillance de sites et d'infrastructures. Pour les forces armées, la sécurité des installations et des activités militaires est une préoccupation majeure. Cela est particulièrement vrai pour l'armée de l'air et de l'espace, qui, dans le cadre de sa mission de sûreté aérienne, est chargée de coordonner les efforts de lutte contre les drones dans les zones de sécurité temporaire, également appelées dispositifs particuliers de sûreté aérienne. Ces zones sont mises en place lors de grands événements,
tels que le défilé du 14 juillet ou le salon du Bourget, et elles sont supervisées par le commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes. À cet égard, la menace posée par les drones constitue un enjeu crucial pour la sécurisation de ces grands événements, comme en témoigne la visite récente du roi Charles III, la Coupe du monde de rugby, actuellement en cours sur notre territoire, et les prochains Jeux olympiques en 2024. C'est précisément ce que nous avons pris en considération il y a quelques semaines lors des discussions relatives à la loi sur les Jeux olympiques et paralympiques de 2024, notamment l'article 10 qui traite des traitements algorithmiques des images capturées au moyen de systèmes de vidéoprotection et de caméras embarquées sur des aéronefs. Vous voyez, je tiens à exprimer au nom de mes collègues notre ferme engagement en matière de drones, qu'ils soient terrestres, aériens ou maritimes, et qu'ils servent des finalités civiles ou militaires. Vous pouvez être assurés qu'à l'Assemblée nationale, nous avons à cœur de faire progresser ces questions, tant du point de vue de la politique que de la législation. Je vous remercie chaleureusement pour votre attention et vous souhaite des échanges fructueux sur ces sujets captivants qui revêtent une importance cruciale dans des dynamiques de puissance stratégique. Merci. Je remercie bien vivement Madame la députée Lisiane Métayer d'être intervenue ce soir et d'ouvrir ce colloque sur ce sujet si passionnant et si d'actualité. Donc maintenant, j'invite Monsieur Emmanuel Dupuis à monter sur l'estrade pour animer la première table ronde qui s'intitule « Une nouvelle stratégie de drone de défense dans une guerre de haute intensité ». Merci, Monsieur le Président. Et donc, je vais tout de suite inviter mes co-panélistes à monter. Tsipora, Jean-Michel, Joël et Alexis Emmanuel, si vous voulez bien me joindre sur le plateau. Et oui, on peut applaudir le lancement de cette conférence avec, comme vous l'aurez constaté, beaucoup de choses à dire. Je me contenterai de ne faire qu'une animation sur un sujet dont je connais le volet militaire, et beaucoup moins le volet... Tsipora, mettez-vous là. Je n'arrive même plus où. Je vais me rapprocher de vous. Ça créera un peu de convivialité stratégique, pourrait-on dire. Un sujet qui, évidemment, ça ne vous aura pas échappé, joue un petit peu subtilement sur cette notion de guerre of drones, guerre of thrones, mais n'oublions surtout pas que ce fut aussi le titre d'un rapport parlementaire portant sur les drones. Et c'est surtout dans cet esprit, dans ce fil conducteur, le rapport des deux députés Stéphane Baudu et Jean Lassalle de juillet 2021, mission d'information, guerre of drones, précisément, c'est un petit peu le fil d'Ariane. Alors, en faisant la préparation de ce colloque, évidemment, la référence à l'inviolabilité du mur protecteur, je fais référence à la série, nous permet de voir en quoi, ou en tout cas va nous permettre d'essayer de comprendre en quoi l'effet de sidération, la notion du game changing, comme les anglo-saxons pourraient le dire mieux que moi, a révolutionné l'art de la guerre. J'y reviendrai dans un propos liminaire qui sera volontairement bref. En tout cas, essayer de comprendre ce que nous avons manqué, car la question des drones a été portée depuis de nombreuses années dans ce concept de la révolution dans les affaires militaires dès 1990 et dans ce shift ou dans cette décennie 2010, au cours desquelles les principales organisations, les principales industries ont investi dans le drone, que ce soit General Atomics, que ce soit McDonnell Douglas, que ce soit EI ou Elbit, qui ont tous lancé leur projet de drone. Il ne vous aura pas échappé qu'aucune entreprise française n'avait, à cette époque-là, compris le changement de paradigme que cela occasionnait. Alors, je parlais de l'art de la guerre, alors je crois que Sun Tse est ici important à remettre au goût du jour, même si c'était il y a plusieurs millénaires. Je vous rappelle ce qu'il disait, mettant d'une certaine façon en exergue une des principales qualités, une des principales vertus des drones, celui dans lequel ils opèrent dans le cadre de ces conflits qui restent pour la plupart du temps, en ce qui nous concerne, dans notre projection de force asymétrique, mais qui sont mus désormais par l'hybridité, donc qu'ils
sont caractérisés sur le territoire européen et dans son voisinage. Sun Tse rappelait que pour obtenir un effet militaire recherché, il faut être subtil jusqu'à l'invisible, mystérieux jusqu'à l'inaudible, alors tu pourras maîtriser le destin de tes adversaires. Je crois que le drone est une arme particulièrement, un système d'armes particulièrement utile pour ce faire. Alors, je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit par Madame la députée, mais on est finalement dans ce débat que nous allons ouvrir dans une forme de paradoxe. D'une certaine façon, on associe le drone à son caractère d'hyper-sophistication, de furtivité, de robotisation, car c'est un système d'armes autonome, qualifié comme tel, de précision. Et en même temps, on le voit, et vous en conviendrez, j'espère, à travers les différents conflits qui ont été évoqués, au Karabakh, hier, en Ukraine, toujours, à Gaza, demain, qu'on a affaire à une autre forme d'utilisation du drone, par sa rusticité, sa facilité d'emploi, son faible coût et sa non-régulation. D'une certaine façon, on a d'un côté une logique d'un drone 2.0 et une logique d'un drone low cost. Je vous rappelle que les drones qui ont été utilisés pour briser le mur de protection de Gaza et ont été achetés par Internet à raison de quelques milliers d'euros ou de milliers de dollars, quand les drones mâles de moyenne altitude et de longue endurance coûtent plusieurs dizaines, voire centaines de millions, dizaines de millions d'euros pour les plus développés. Donc, une hyper-technologisation du champ de bataille versus une frugalité, une facilité d'emploi, presque un usage enfantin de l'usage du drone, quand on voit la manière dont ils ont pu détruire les chars Markava, qui étaient jusqu'à présent quasiment indestructibles. Je rappelle aussi que nous sommes dans une logique où le drone est devenu la manière dont les armées d'aujourd'hui montrent leur capacité offensive ou leur capacité de persuasion. Le Bard College de Washington évoquait le fait que désormais, plus de 100 pays se sont dotés de capacités de drone, et cela, évidemment, change la nature de la guerre. Je ne reviendrai pas sur le Karabakh, ça a été évoqué. Je ne reviendrai pas sur l'effet Bayraktar auquel Madame la députée faisait référence, mais c'est vrai que cela a sans doute changé le but ou l'effet final militaire recherché par le président Poutine, qui a vu évidemment les drones remettre en cause cette capacité. Alors, je voulais aussi, et j'en terminerai dans mon propos initial, évoquer le fait que les drones sont également devenus ou vont devenir un enjeu particulièrement prégnant dans ce qu'on appelle le seabed warfare. Vous y avez fait allusion, la guerre des fonds marins ou la guerre des abysses. Et je crois que là aussi, ce sont des perspectives sur lesquelles peut-être la France pourrait rattraper son retard, en tout cas celui que j'ai évoqué précédemment. Un retard qui nécessite de s'appuyer sur un certain nombre de doctrines, mais je crois que Tsipora y reviendra, car le président de la République y a fait référence plusieurs fois, dans la revue stratégique de 2017, son actualisation en 2021, le discours qu'il a prononcé à Toulon le 9 novembre 2022, en mettant en avant que nous devons aussi avoir un concept opérationnel et tactique pour les drones. C'est également vrai pour l'OTAN, qui le précise dans son concept stratégique voté à Madrid, ou bien sûr la boussole stratégique qui a été adoptée en mars 2022. Voici des propos volontairement vagues. J'essaierai d'animer un débat, car je crois que c'était ce qui était le plus intéressant à vous proposer, en ayant le plaisir, l'honneur d'avoir à mes côtés 4 panélistes parfaitement complémentaires. Tsipora Fried, qui, comme vous savez, est conseillère stratégie, innovation, conseiller ou conseillère, je ne sais pas ce que vous préférez qu'on dise, conseiller, stratégie, innovation auprès du major général ou chef d'état-major ? Major général. À l'époque, quand nous avons fait ce colloque ensemble, vous étiez auprès du chef d'état-major. Sur les questions de prospective, en fait, mais bon, ça varie. Vous nous préciserez cela, et évidemment, j'aurai évidemment le plaisir à vous interroger sur ce que contient la loi de programmation militaire. Je rappelle que 5 milliards d'euros sont consacrés à la dimension drone, en tout cas pour pour la prochaine année, jusqu'à sa finalité en 2030. Nous aurons aussi le plaisir d'entendre Jean-Michel Brière, pardon. Ah, là, je vous étiez marqué Bière. Alors, Brière, on corrige. Brière. C'est pas très grave. Là, c'est corrigé. Président de Présagis, donc, qui, je rappelle, est en pointe en matière de simulation, de visualisation du champ de bataille, ce qui me croit est indispensable par rapport à la préparation en amont des drones. Nous aurons aussi le plaisir d'avoir Joël Castetz,
qui est ici, voilà, qui est président d'Agenium, entreprise spécialisée dans le traitement de l'obsolescence des systèmes d'armes, et plus spécifiquement, et c'est pour ça que nous sommes ravis de l'entendre, dans la rénovation des systèmes d'armes, donc des systèmes de défense, et des systèmes complexes, dont particulièrement les systèmes d'armes. Je rappelle d'ailleurs que le fonds Def Invest de la DGA est actionnaire, je crois, de votre entreprise, ce qui, évidemment, complétera utilement notre réflexion. Et enfin, le colonel Alexis-Emmanuel Lapacherie, adjoint au directeur de l'enseignement militaire supérieur scientifique et technique EMSST, qui, je vous le rappelle, depuis août dernier, a un nouveau rattachement au niveau du Centre d'enseignement militaire supérieur de l'armée de terre, et qui fait partie intégrante, ou qui fera partie intégrante le 26 octobre prochain de l'Académie de défense 6 à l'école militaire, où votre institut se situe. Donc, un certain nombre de questions me sont venues spontanément à l'esprit, et je vais vous les poser simultanément, on commence à participera, bien sûr, en mettant en avant que, à l'aune de l'asymétrie de nos engagements, car je vous rappelle que nos engagements militaires sont pour l'instant asymétriques dans le cadre d'une projection, que ce soit au Sahel, que ce soit dans le nord de la Syrie, enfin le nord-est de la Syrie et le nord-ouest de l'Irak, et bien sûr au Liban sud, mais dans le cadre de la montée en puissance de l'intensification de nos engagements. J'en prends pour preuve les conclusions de l'exercice Orion 23. J'en veux pour preuve l'exercice qui actuellement a lieu dans le sud de l'Espagne sur la base de Rota, dans le cadre donc de la boussole stratégique Milex 23, qu'il y a effectivement une question qui nous brûle tous les lèvres. En quoi l'usage des drones a ou va changer la nature des engagements militaires? Tsipora. Merci Emmanuel, merci à Henriette d'avoir organisé ce colloque. Alors c'est difficile de vous répondre parce que vous avez déjà tout dit. Vous avez dit beaucoup. Non, alors ce que je voudrais peut-être faire très rapidement en début de propos, c'est un petit rappel historique parce que justement, on n'a pas forcément en tête les grandes tendances. En fait, les drones, on en parle depuis longtemps. C'est vrai que c'est une image qui se diffuse et qui est très facilement acceptable par la population parce qu'on est sur une technologie civile. Et mon fils qui est présent a un drone Parrot aussi, donc voilà. Mais à côté de ça, en fait, on n'a pas encore assimilé. On a mis longtemps à assimiler en fait les capacités et les multi-usages des drones à des fins militaires. Alors, je dirais quelques dates. Donc, en 64, en fait, les Américains lancent un drone de reconnaissance au sud de la Chine. Alors, on parle des drones ou des plateformes inhabitées de surveillance depuis longtemps, depuis 1946 déjà. Mais en 64, en fait, il a la caractéristique d'emporter des capteurs et donc de délivrer en fait une certaine forme de renseignement. Mais en 64, l'essai n'est pas très concluant et les images que rapporte le drone ne sont pas assez précises. Mais ça va permettre de continuer à développer la technologie. Une seconde date, c'est en 82. Israël va utiliser des drones pour identifier les batteries syriennes, les batteries de missiles sol-air syriennes qui sont cachées dans la plaine de la Beka. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais à partir de cet exemple, on va commencer à avoir une identification en fait de la valeur ajoutée des drones quand ils sont intégrés à des architectures qui regroupent à la fois des capteurs et des effecteurs. Autre date, en 2001, alors c'est un essai raté, mais c'est le lancement d'un drone contre le Mollah Omar, et c'est la première fois que le drone américain emporte un missile. Donc avec un poids très important, on est sur du Predator, et on est sur, je dirais effectivement, du missile téléopéré, mais on est sur du drone. Et entre-temps aussi arrive la destruction des sites pétroliers, Ramco. Là, Emmanuel, vous aviez mentionné la sidération, c'est l'effet de surprise, effectivement, non seulement pour l'Arabie Saoudite, mais pour le monde entier, avec pour la première fois des répercussions d'ordre stratégique d'une attaque de drone, puisqu'en fait, il va y avoir des répercussions mondiales, notamment sur le cours du pétrole. Et puis, on voit en Syrie, en Irak, on voit Daesh
se réapproprier justement l'utilisation de drones armés qui visent des cibles et qui, je dirais, on n'est pas encore dans l'effet de masse et dans l'effet de saturation, mais on est quand même dans l'acquisition d'une capacité aérienne pour des groupes qui étaient non étatiques et qui, jusqu'à présent, n'en disposaient pas. Donc, ces exemples-là montrent qu'on rentre déjà dans deux tendances clés qui bouleversent le combat, qui bouleversent l'art opératif. C'est d'une part l'accélération de l'usage et l'accélération technologique des drones qui deviennent de plus en plus autonomes, qui peuvent emporter des charges de plus en plus importantes et qui ont des rayons d'action qui sont là aussi importants. Et puis, ce que va révéler le Haut-Karabakh et ce que va confirmer l'Ukraine, c'est ce qu'on pourrait appeler la dronisation du champ de bataille et donc l'intégration totale des drones à la stratégie et à la manœuvre tactique. Alors, je ne voudrais pas monopoliser la parole. Je vous avais dit que j'essaierais de faire court, mais c'est vrai que, en fait, ce que l'on voit en fait dans cette tendance, la question de le drone est-il un game changer ? Elle se pose. Je ne suis pas sûre que nous ayons la réponse. Il y a un bouleversement, effectivement, une rupture, certainement, dans l'art de conduire la guerre au niveau tactique et probablement avec des effets au niveau stratégique. Mais le game changer est surtout la combinaison en fait du drone avec justement l'ensemble des équipements et le savoir-faire en fait de nos forces. Et c'est là où il y a un game changer. C'est pas forcément le drone lui-même, parce qu'on va être sur effectivement des effets de masse, des effets de saturation, une capacité de surveillance, de détection et de frappe à la fois dans la distance, dans la profondeur et également dans des temps extrêmement raccourcis. Ça c'est important, mais ça répond aux trois principes de la guerre de Foch, c'est-à-dire la liberté d'action, l'économie de moyens et la concentration des forces. Et je dirais, alors les Américains ont pour résumer le drone, ont cette vision 3D du dirty, dull and dangerous. Et c'est ça qui accompagnera effectivement nos forces. Mais il ne faut pas croire qu'en fait, je ne le crois pas, je ne crois pas encore qu'on ne fera qu'une guerre des drones. C'est un préalable, ça peut être une entrée en matière, comme l'a fait le Hamas à Gaza, hein, en visant justement à la fois des positions militaires, mais aussi surtout les tours de communication, et finalement en cassant une partie du renseignement israélien qui passait par le biais de ces drones. Mais ça va être un complément en fait, à la guerre que nous menons de façon tout à fait classique. Alors, l'Ukraine, on le voit, on est dans une guerre classique où les drones ont permis de bouleverser la manœuvre. Mais aujourd'hui, enfin, je dirais qu'on en était encore sur une valorisation, une valeur ajoutée des drones par l'Ukraine dans le combat jusqu'en août, jusqu'en septembre. Et aujourd'hui, on voit que les Russes se réintègrent en fait, remontent en puissance dans les drones, et voilà, et ça va changer en fait les forces en présence. Voilà, j'aurais beaucoup de choses à dire, mais je vais m'arrêter là. Gardez-en. Le principe, c'est qu'il y a une interaction entre nous avant d'interagir avec la salle. Alors, je vais maintenant me tourner vers Jean-Michel Brière, président de Presagis. Je ne me trompe pas. Alors, je vais inverser la question. En quoi l'irruption des systèmes d'armes létaux autonomes, hein, c'est l'appellation officielle, ça là, donc dans sa dimension des drones multidimensionnels, a changé la manière dont vous, entreprise, vous êtes une ETI, je suppose, on peut qualifier comme ça, a pu bénéficier d'un intérêt particulier. J'ai moi-même eu l'occasion de côtoyer, de travailler avec une très belle ETI, donc je vous conseille le suivi. Turgis et Gaillard, avec ce magnifique AROC qui a été présenté au Bourget, qui est une belle preuve que les petites et moyennes entreprises peuvent justement bénéficier de cet intérêt nouveau ou renouvelé pour le système d'armes autonomes. Ma question est simple. Quels sont les moyens dont les entreprises disposent pour justement s'insérer dans ce marché d'un point de vue français de plus en plus marqué par une concurrence anglo-saxonne? Écoutez, d'abord, merci. Je pense que
la présentation et l'introduction que vous avez faite, Madame, résume quand même assez bien, je le dis, les défis auxquels les drones, en fait, ce que l'on pense des drones, auxquels on est confronté tout simplement. Le premier élément, oui, je suis peut-être un peu problème de voix ce soir, donc vous m'excuserez par avance. La première chose, je dirais, c'est quand on parle de drone, il faut définir de quoi on parle. Je pense que la première, je dirais, la première réflexion qui me vient à l'esprit, c'est, en fait, il y a un océan de différence entre un drone qui est fabriqué aujourd'hui par des compagnies telles que Elbit Systems, ARI ou GA aux États-Unis, et finalement le drone que l'on peut acheter sur Internet, parce que tout simplement, c'est non seulement une question de coût, mais c'est aussi une question de fonctionnalité. Alors oui, un certain nombre de drones civils ont été utilisés, échangés, transformés de telle manière à pouvoir remplir des missions opérationnelles. Là aussi, je dirais que c'est finalement l'occasion qui fait le larron. Okay, et puis on l'a vu dans le cas du conflit en Ukraine, on l'a vu aussi en Azerbaïdjan. On le voit effectivement aujourd'hui dans le conflit Israël avec le Hamas. Toutefois, l'une des choses importantes, c'est que, de mon point de vue, ça a permis aussi l'éclosion d'un écosystème autour du drone qui a quelque part segmenté les marchés traditionnels militaires. Alors, ça a été supporté, bien sûr, par, je dirais, une tendance de fond que l'on rencontre énormément dans le monde occidental. Par exemple, ici, la création de l'Agence pour l'innovation de la défense, dont le but, ou dont le mandat du moins était de pouvoir utiliser des technologies civiles et les transformer ou les supporter de telle manière à ce qu'elles deviennent des technologies qui seraient intégrées dans le domaine militaire. Ça, c'est un premier élément. Et donc, ça a permis à un certain nombre de petites sociétés de pouvoir s'intégrer, de pouvoir s'insérer assez rapidement dans des marchés qui étaient des marchés relativement intéressants. Ceci étant, moi, j'apporterais un bémol, parce que le système, je dirais, d'achat, de manière générale, d'ailleurs, c'est vrai en France et c'est vrai dans le monde entier, c'est un système le système d'achat de la défense, c'est un système relativement complexe. Et donc, les petites sociétés, vous parlez des ETI, pour avoir visité un certain nombre de ces, je dirais, fabricants de drones dans le monde entier, moi j'ai pu arriver à une conclusion, c'est qu'ils vivent en fait à la fois, je dirais, un certain espoir en se disant qu'ils vont pouvoir participer en fait à des marchés, et en même temps ils vivent une très grande frustration parce qu'ils ne connaissent pas comment aborder ces marchés-là. Et donc, en fait, souvent, ces marchés-là leur passent sous le nez, tout simplement parce qu'ils ne sont pas prêts pour cela. Alors, je crois qu'il y a un effort particulier à faire dans le futur, dans le sens où, si j'avais une recommandation à faire, je recommanderais effectivement le système d'achat de la défense, de pouvoir mieux comprendre aussi ces entreprises du monde je dirais du monde finalement de l'économie digitale au sens large, et de pouvoir en fait les aider à mieux contribuer à l'effort de défense de manière générale. L'autre chose que je dirais aussi sur les drones, c'est que c'est une segmentation en fait de métiers. Avoir un drone qui va faire de la collecte de renseignements, c'est une chose. Avoir un drone d'attaque, c'en est une autre. Avoir un drone ou un micro-drone qui va être capable d'aller chercher de l'information pour quelques dizaines d'euros de l'autre côté de la colline, c'est encore une chose différente. Et je ne suis pas sûr que dans la psyché de nos interlocuteurs et aussi de nos politiques, il y ait une très bonne compréhension en fait, des missions qui sont données en fait, aux drones. On parlait tout à l'heure je pense que Madame la députée faisait à juste titre référence aussi à ce qui se passe sous la mer. Et je pense que là, il y a une nouvelle frontière qui va complexifier encore aussi l'utilisation des drones. Et il est, en fait, de mon avis, important qu'il y ait une véritable collaboration entre le civil
et les industries de défense, de telle manière à pouvoir s'assurer aussi d'avoir la bonne technologie au bon moment, parce que sinon, j'ai bien peur qu'on se laisse dépasser tout simplement. Donc, en résumé, parce que je ne peux pas prendre trop de temps non plus, je pense qu'il est important aussi de considérer cette segmentation qui est à venir. Je crois qu'encore, on a trop ce fantasme du Reaper qui vole au-dessus, je dirais, d'un certain territoire pendant des heures, qui collecte de l'information ou qui va détruire une cible. Je pense que ça a été aussi favorisé par l'émergence d'un certain nombre de films, hein, comme on a pu le voir, en fait, surtout chez nos amis américains. Mais malgré tout, je pense qu'il est important maintenant de se focaliser sur qu'est-ce que le drone va apporter finalement à nos amis ici de la défense. Merci Jean-Michel. Justement, j'avais une série d'interrogations ou de réflexions par rapport à la nécessité de penser en amont, de manière très prospective, les usages futurs du drone. Il faut se réjouir que l'Europe veuille se doter d'une DARPA, mais sur le modèle de la DARPA américaine, je rappelle que ça s'appelle l'Agence européenne pour la recherche, pour les projets de recherche avancée, ARPA, avec une ambition de mettre à disposition 1 milliard d'euros, quand la DARPA en met 3 milliards, certes. C'est une première mouture. Mais surtout, vous me permettez de lancer aussi une autre série de questions auxquelles vous pourrez évidemment répondre, mais je vais laisser Joël Castex, le président d'Agenium, en dire quelques mots, parce qu'avec un certain nombre de parlementaires, il est arrivé une nouvelle idée d'associer les citoyens à leur défense, dans la logique que le président appelle de ses voeux, c'est-à-dire les forces morales, la résilience, évidemment. Mais je veux évidemment faire référence au livret épargne souveraineté, qui a été proposé ici même dans cette Assemblée, à travers un rapport qui a été proposé en juin 2021, en rappelant que les Français comprennent parfaitement la nécessité d'investir dans la défense. Un sondage qui se trouve d'ailleurs dans ce rapport dont je vous conseille la lecture, du député de Charente-Maritime Christophe Massard, 64% des Français ont une bonne image de l'industrie de défense, 80% des Français interrogés estiment qu'il faut investir dans la défense. D'où cette logique du livret épargne souveraineté, du plan épargne défense avancé, du plan d'acquisition défense. Bref, un nouveau livret qui permettrait, là pour le coup, d'avoir une capacité financière dont n'ont pas forcément accès les PME et les ETI. Alors ma question est simple. Est-ce que cela ne va pas créer un effet boost sur vos métiers? Et est-ce que cela peut avoir une dimension qui permettrait enfin aux petites entreprises et aux entreprises intermédiaires d'investir dans ce secteur? À vous. Merci. Question très intéressante, complexe. Effectivement, je représente une petite société, 70 personnes. Le sujet du drone est un sujet, je dirais, qui a l'âge quasiment de la société. Je vais reprendre les dates. Effectivement, 2000, l'utilisation du drone pour de l'observation. On a attendu, je crois, 17 ans, 2017, avant de se poser une autre question, dire comment utiliser le drone dans d'autres domaines. Mais là, on parle de systèmes, je dirais, conséquents, de systèmes coûteux, de systèmes, et là je rebondis, Jean-Michel, sur ce que tu dis, c'est l'accès à ces marchés. Donc pour les PME, la difficulté également de pouvoir être un petit peu dans le game, récupérer une part du gâteau, et finalement aussi, par voie de conséquence, intéresser les collaborateurs et les motiver dans les phases de recrutement. Donc je viens sur ce sujet-là. Pourquoi ? Parce que finalement, au départ, on se disait ça va être compliqué de travailler dans ces domaines, d'être impliqué dans ces domaines. Alors, je ne dirais pas sur les structures, parce qu'effectivement, c'est des choses extrêmement complexes, plutôt sur ce que sait faire la PME et qui est plus à sa portée, la partie logicielle, la partie... on parle aussi maintenant un peu plus, alors je vais prononcer le mot, je ne sais pas si j'ai le droit, d'intelligence artificielle, ça y est, oui. Et comment son utilisation peut être aussi peut être intégrée et apporter des éléments de réponse. Donc effectivement, tous ces éléments nous amènent à penser à cette fameuse hybridation entre
je dirais, le monde civil et le monde militaire. Alors je vais préciser ce qu'est cette hybridation. C'est utiliser des technologies du grand public et comment ces technologies du grand public, je vais les upgrader de manière à pouvoir atteindre des objectifs qui sont des objectifs militaires. Rendre le système autonome, totalement autonome. Pourquoi ? Parce que sûrement à un moment donné, je ne vais plus avoir de moyens de communication, de liaison tactique par exemple, pour communiquer. Donc je vais être obligé d'avoir un système totalement autonome qui va être totalement indépendant de son écosystème, de son environnement, communication, liaison satellite, observation, d'aide d'outils à la décision par exemple. Tous ces éléments amènent effectivement à réfléchir à ces fameux systèmes beaucoup plus évolués. Donc on parle de logiciel, d'évolution dans le logiciel que l'on va pouvoir transposer sur ces systèmes beaucoup plus légers dits du grand public. C'est un peu ce qu'on voit actuellement avec Daesh d'abord, puis l'Ukraine, puis les derniers événements en la matière en utilisant des systèmes peu coûteux. Tout ça pour dire effectivement que ça a un effet assez, je dirais, motivant. Alors ça éclaircit, ça clarifie et puis ça rend un peu le discours plus simple pour communiquer envers, je dirais, les nouveaux ingénieurs, les écoles, cette éducation qui est de dire, ben voilà, on peut aussi, je dirais, avec un peu de réflexion, un peu du savoir-faire qui n'est pas lié, je dirais, au système lourd et complexe, de proposer des solutions légères. Voilà. Et donc, du coup, effectivement, c'est quelque chose qui est peut-être plus compréhensible, je dirais, la part du, entre guillemets, grand public, je vais le dire comme ça, de manière à pouvoir se dire, effectivement, certains ont franchi le pas en s'affranchissant de certaines règles, en faisant évoluer ces systèmes très rapidement, on voit les conséquences. Donc oui, soyons moteurs et investissons dans ces... alors, je ne suis pas très familier avec les livrets, hein, mais avec... C'est une illustration. Oui, voilà, mais cette capacité à aussi être un moteur avec la compétence intellectuelle et aussi financière, et puis en s'impliquant sur ces petites sociétés qui peuvent aussi prendre une part du marché. C'est un bien grand mot, je ne veux pas parler du marché, mais de cette activité. Voilà. Merci. On pourra répondre et compléter. Alors, j'avais aussi oublié de vous évoquer que c'est à la fois une vision holistique, prise en compte par le Parlement, enfin par le Parlement français, je l'ai évoqué, par l'Union européenne, puisqu'elle a investi dans un autre programme à très long terme, ça s'appelle le programme JEDI, Joint European Disruptive Initiative, dont l'objectif est de faire de l'Europe, là pour le coup, de lui permettre de regagner une longueur d'avance qu'elle n'a pas su acquérir dans les années 2000-2010. C'est un objectif fixé dans le cadre de la base industrielle technologique de défense européenne qui construit notre autonomie stratégique, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en débattre juste après. Alors, je vais me tourner donc vers le colonel Alexis-Emmanuel Lapacherie pour qu'il nous dise, déjà qu'il nous rappelle un petit peu quels sont les objectifs fixés par la loi de programmation militaire, parce qu'ils sont assez clairs. Je vous en livre quelques chiffres, avec la cible des 24 drones mâles à l'objectif 2030, la cible des 17 drones SDT à l'horizon 2030, et bien évidemment les 18 drones tactiques, dont les 5 drones Reaper MK9 qui sont inscrits dans la loi de programmation militaire. Pouvez-vous peut-être compléter votre point de vue, si cette loi de programmation militaire est de nature donc à changer la manière dont les drones vont être utilisés dans nos forces armées dans le futur? Très bien. Tout d'abord, écoutez, je vous remercie pour votre invitation et je vous remercie pour ce colloque dont le thème, effectivement, est très, très bien choisi et vraiment d'actualité. Alors, donc, je m'exprime, en fait, je représente, en fait, le commandant du centre de doctrine de l'armée de terre qui, malheureusement, n'a pas pu se libérer et je restreindrai mon propos plutôt aux drones de l'armée de terre, à leur emploi, mais effectivement, on pourra quand même parler de la LPM qui a été publiée. Alors, pour commencer, ce que je dirais, c'est que du retour d'expérience de l'Ukraine, on se rend compte qu'en fait, une armée moderne aujourd'hui a besoin, je dirais, de toute la panoplie d'équipements des drones. C'est-à-dire qu'elle a besoin de drones de renseignement, donc globalement, c'est les drones que nous avions déjà. Elle a aussi besoin de drones armés, et enfin, elle a besoin aussi de ce dont on n'a pas encore apporté, mais de munitions téléopérées, voilà, qui sont pour certaines
des drones armés, ce qu'on appelle vulgairement un drone suicide dans la presse. Voilà. Et si le sujet porte effectivement sur les drones, pour les armées, il ne faut pas oublier que ce qui compte, ce n'est pas tant le vecteur que la finalité opérationnelle, que l'effet militaire sur le terrain. Donc en fait, je dirais, si l'effet est rempli par un drone, tant mieux, mais s'il peut être rempli par un avion ou par un missile ou par un autre vecteur, je dirais peu importe. Mais j'en reviens quand même à mon propos initial, on est bien d'accord qu'il faut que les armées aient dans leur panoplie d'équipement, notamment la France, toute cette gamme de drones. Ensuite, je me suis livré à un petit exercice d'analyse du sujet, notamment pour caractériser un petit peu ce qu'on appelle un drone. Alors, drone de défense, alors pour les armées, c'est plutôt un drone de combat. Je vais faire deux distinctions dans ce que j'ai évoqué. Des drones de renseignement qui sont un petit peu l'usage initial du drone. En gros, le drone de renseignement, c'est l'œil de l'artillerie, c'est l'œil des portées du chef. Voilà. Et donc ça a été perçu assez rapidement, effectivement, l'importance de guider des feux d'artillerie, guider des tirs d'artillerie, de faire l'acquisition d'objectifs avec des drones, pour lequel nous allons avoir bientôt le patroleur de Safran, et pour lequel nous avons déjà le Spy Ranger, mais aussi d'autres drones comme le NX-70. Voilà. Et la nouveauté, je dirais, c'est qu'après l'artillerie, on s'intéressait aussi à l'œil de l'infanterie, à l'œil du commandant d'unité, du chef de section, avec des drones un peu plus petits, comme des Parrot, des Black Hornet, qui permettent effectivement à la section, à l'infanterie, donc on n'est plus du tout dans la même dimension, on n'est plus du tout là pour guider des feux, mais on est là pour aider le chef dans sa manœuvre tactique. Voilà, donc ça, c'est les premiers drones dont l'usage a été finalement identifié assez vite. Voilà. Là où effectivement on verra, c'est sur les drones armés de type Reaper. Alors je rappelle que le Reaper n'est pas opéré par l'armée de terre, mais par l'armée de l'air, ou le patroleur, qui lui est opéré par l'armée de terre, et qui pourrait éventuellement être armé, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. Effectivement, le drone armé permet d'avoir une autre dimension au combat, et notamment à l'appui au sol de troupes et éventuellement au traitement de cibles par la voie aérienne. Voilà. En bénéficiant surtout de l'intérêt majeur des drones, enfin l'intérêt, le gros intérêt, c'est le fait de pouvoir rester en altitude pendant longtemps et d'être relativement peu vulnérable, avec quand même un gros bémol sur lequel je reviendrai. Et enfin, ce qu'il nous faut vraiment aborder, c'est la munition téléopérée. Donc qu'est-ce que c'est qu'une munition téléopérée ? Alors, je ne reviendrai pas sur les munitions autonomes. Ça, je pense qu'elle n'est pas du tout dans le concept d'emploi, et des pays comme la France, enfin les pays occidentaux ne sont pas prêts à l'utiliser. C'est une munition globalement qui va aller en l'air et qui va être paramétrée initialement, qui aura une intelligence artificielle qui lui permettra de décider par elle-même de la cible qu'elle fait. Bon, ça, on va les laisser pour l'instant à nos amis, enfin je ne sais pas si à nos amis, on va laisser aux Turcs en tout cas, qu'ils développent et l'expérimentent. Voilà, on va revenir plutôt sur la munition qui est opérée à distance. Pour revenir sur les images très médiatiques que nous avons eues, des retours de la guerre d'Ukraine, où on voit effectivement sur un petit écran qui ressemble à un petit écran de jeu vidéo, où on voit le drone, enfin on ne voit pas le drone, on voit l'image qui se rapproche, et on le voit se rapprocher à toute vitesse, soit d'un combattant, soit d'un véhicule. Et là, effectivement, on est dans le drone utilisé comme une munition téléopérée. Et par ailleurs, on a aussi des industriels. Alors pour l'instant, on est sur de l'américain, sur le Switchblade, qui développe des munitions téléopérées, effectivement, mais qui sont le même principe. C'est-à-dire, en gros, c'est un drone ou une munition, en fait, qui n'a pas vocation à être réemployée. Parce que les distinctions qu'on peut faire dans les drones, c'est le drone. Un drone, théoriquement, est réutilisable et réemployable. Donc, il peut délivrer une munition, donc ça sera le drone armé, mais sinon, le drone qui tire une munition, enfin, qui est consommé, on va dire, dans le combat, c'est plutôt une munition téléopérée. Et enfin, j'ai apporté aussi une deuxième distinction. C'est une distinction entre les drones qu'on peut assimiler à des avions. Typiquement le Reaper, le patroleur. Le patroleur, c'est un motoplaneur, donc en fait c'est le gabarit d'un avion, voilà. Et ça, ça a des performances, pas exactement, qui sont évidemment différentes de celles d'un chasseur, mais c'est des performances d'un avion, en tout cas d'un avion, on va dire d'un planeur, et surtout, c'est la vulnérabilité d'un avion. Voilà. Donc je dirais que c'est relativement simple à traiter pour un pays comme le nôtre qui bénéficie de radars, d'une défense solaire et de chasseurs d'interception. Voilà. Et après, on a un autre sujet, un autre objet, ce sont les petits drones. Donc les petits drones, c'est la catégorie en dessous de ceux que l'on peut acheter sur la FNAC qui ont été plus ou moins bricolés, aux petits drones qui ont pu être développés par ailleurs. Et ceux-là, ils rentrent dans une catégorie qui est un peu plus compliquée à traiter parce que déjà leur effet militaire, il est par nature limité parce que leur capacité d'emport, elle est limitée. Par contre, ils peuvent avoir un très gros effet psychologique.
Voilà. Et là, on rentre plutôt dans une guerre psychologique, une guerre d'impact, une guerre de communication, parce qu'ils transmettent de l'information en temps direct, en temps réel, d'informations qu'on peut voir quasi instantanément sur les réseaux sociaux. Et là, on a un impact psychologique très fort. Et par contre, la question qu'il faut se poser, c'est derrière, au-delà de cet impact psychologique, est-ce qu'on a un impact militaire réel? Je reviens un petit peu ensuite dans les précautions. Voilà. Après, sur les autres termes du sujet, effectivement, la guerre de haute intensité, je pense qu'il faut être lucide et modeste en France. En fait, on ne sait pas ce que c'est, parce qu'on ne l'a pas vécu. On a connu des conflits de haute intensité, on n'a pas connu de guerre de haute intensité depuis maintenant 80 ans. Donc le territoire français n'a pas été touché, donc on ne se rend pas forcément compte non plus de toutes les ressources qu'ont pu développer, je pense aux Russes, aux Ukrainiens, dans une situation où c'est un petit peu à la vie ou à la mort, surtout pour les Ukrainiens. Donc voilà, donc il faut bien mesurer que l'usage que l'on a, les stratégies, les stratégies industrielles, la doctrine, c'est dans le cadre que l'on a d'un pays qui est assez éloigné, en tout cas, du danger aujourd'hui. Et concernant la stratégie, je pense que ce qui est important de dire, c'est que, en fait, l'emploi qui a été fait a dépassé la stratégie. Voilà, on est dans un monde où on allait plus vite que la réflexion, et en fait, c'est l'emploi, en tout cas, de certains drones. Je ne reviendrai pas sur les drones de type avion pour lesquels l'emploi avait été conceptualisé, mais en fait, l'emploi, effectivement, du drone que l'on équipe avec un petit bricolage d'une grenade et que l'on va lâcher qui dans une foule, ou qu'on projette sur une tour de contrôle, ou qu'on projette sur un char, effectivement, cet emploi-là, il allait plus vite que la stratégie que nous avions. En tout cas, qui a été réfléchi. Voilà. Néanmoins, je pense que c'est un sujet qu'il faut aborder avec précaution. C'est vrai qu'on a tous été marqués par les images du conflit ukrainien, avec le drone qui aurait pu être quasiment perçu comme une arme, pas miracle, j'exagère, mais une arme décisive. Je pense qu'il faut quand même être très prudent. Quel est l'effet militaire du drone? Alors, son effet militaire, aujourd'hui, c'est principalement du renseignement, comme l'utilisent l'armée occidentale, mais comme l'utilisent aussi très majoritairement les armées russes et ukrainiennes. Voilà, donc ils ne font pas forcément de vidéos pour dire qu'ils font du renseignement, pour notamment guider l'artillerie. Voilà, c'est surtout ça, c'est du renseignement, c'est l'acquisition de cibles. Le drone, à quoi il sert aussi? Il sert à neutraliser. Là, on parle du drone armé, il neutralise des cibles à haute valeur ajoutée. Donc il va neutraliser quoi? Il va neutraliser un PC, il va neutraliser des avions au sol, bien évidemment, dans la neutralisation. L'effet militaire, il est aussi dans l'effet psychologique ou l'effet de communication / propagande. L'effet psychologique, donc les retours qu'on a eu d'expérience, c'est que les chefs ukrainiens, ils disent, voilà, nos soldats maintenant, ils craignent d'aller au front parce qu'ils ont peur des drones. Voilà. Ils vont peut-être pas mourir de ça, mais en fait ils en ont peur. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe aussi? C'est que leurs familles, elles peuvent voir effectivement qui est leur fils, qui est leur fille, mourir de l'impact d'un drone. Voilà. Donc là, on est dans une autre dimension, on n'est plus vraiment dans le rationnel, on est dans une dimension, on est plus dans l'irrationnel, dans la guerre psychologique. Voilà. Et en fait, la question que je me suis posée ces derniers jours, c'est est-ce qu'on peut gagner la guerre avec des drones? Alors là, je serais tenté de vous dire non, mais je mettrai encore un petit bémol ensuite. Alors je vais donner un exemple. Effectivement, on a parlé du mur d'Israël qui a été traversé. On a parlé effectivement de l'Arménie avec des défenses solaires qui ont été neutralisées. Mais il faut voir par exemple que l'armée russe a subi une offensive ukrainienne il y a environ, dans les 3 derniers mois. Cette offensive a peut-être un petit peu fantasmée par les médias occidentaux. Et en fait, l'armée russe, elle s'est défendue comment? Bon, déjà sur le Dniepr, déjà c'est pas évident à franchir, hein, c'est pas la Seine, c'est plus grand que la Seine. Et après, elle s'est défendue de façon très traditionnelle, conformément à son concept d'emploi, c'est-à-dire qu'elle a créé dans la profondeur, sur à peu près 30-40 km, des lignes, environ 3 lignes de protection qui ont été minées avec des obstacles. Et donc elle s'est protégée très largement. Et les défenses, les brigades ukrainiennes qui ont voulu percer, donc à notre connaissance en tout cas, elles sont restées globalement sur la première ligne. Voilà. Donc oui, on a beaucoup d'images de drones. Oui, il y a des choses qui sont marquantes. Oui, il y a de technologies, ou parfois pas, parce qu'on est parfois dans la massification. Mais attention, c'est peut-être pas ça qui va nous permettre de traverser une ligne de fortification. C'est pas ça qui va emporter la guerre, parce qu'à la fin, il faut quand même conquérir le territoire. Voilà. Premier point de précaution. Et deuxième point, le conflit ukrainien, le conflit palestinien, l'Azerbaïdjan, globalement, ce sont des guerres qui restent plus ou moins conventionnelles. Alors conventionnelles pour la partie ukrainienne en tout cas, mais surtout des guerres dissymétriques, où on a globalement un fort, l'Ukrainien, qui attaque, ou qui a attaqué au début, maintenant qui essaie de contre-attaquer,
un fort, le russe. Voilà, donc on est sur un conflit dissymétrique. Donc en fait, on mesure l'effet des drones dans le cadre d'un conflit dissymétrique. Aujourd'hui, on n'est pas dans un conflit symétrique, donc on ne mesure pas non plus ce que pourrait avoir l'effet de drones animés par une intelligence artificielle, des essaims de drones. Évidemment, c'est encore un petit peu trop tôt, mais effectivement, on n'a pas encore, je vous dis aujourd'hui, le drone ne suffit pas pour emporter la victoire. Demain, qu'en sera-t-il face à une armée de même standard ou d'un standard supérieur, parce qu'on peut aussi imaginer que les Chinois qui fournissent très majoritairement en drones les forces ukrainiennes, par exemple, finissent par développer un certain nombre de compétences et de connaissances qu'ils mettront peut-être un jour ou pas à profit. Voilà. Alors, en tout cas, j'ai fait un petit bilan des enseignements de la guerre, du rétexte en Ukraine. Je vais essayer de raccourcir un petit peu, je vais aller plus vite sur les enseignements, en parlant de 3 types d'enseignements: militaires, industriels et de société. Sur le plan industriel, j'ai déjà évoqué donc le drone, on ne peut pas en faire aujourd'hui l'économie, quelle que soit la nature du drone. Ce qu'il faut bien voir aussi, c'est la massification de l'emploi de drones low cost. Voilà. Et derrière, la réflexion, c'est est-ce que nos industriels ils sont capables de répondre aux besoins qu'aurait une armée occidentale engagée et qui pourrait consommer 1000 drones par mois, 2000, 3000, 4000, des drones de renseignement. Il faudrait pouvoir fournir au chef de section le lendemain un drone pas cher. Alors peut-être pas très performant, oui, il n'aura peut-être pas les protections, ainsi de suite, mais oui, un drone pas cher. Même chose pour les missions téléopérées. Est-ce qu'il ne faudrait pas être capable d'en produire? Voilà. Donc ça, c'est plus du questionnement, parce que moi, je suis plutôt de la partie de l'emploi. Il y a la question de la guerre psychologique, de la peur du drone, effectivement, que ce soit en opération, où effectivement, il y a une préparation du combattant, mais il faut aussi réfléchir sur le territoire national. Il y a aussi une question de guerre de communication. Effectivement, c'est des images très marquantes. Ce n'est pas forcément nouveau, ce que je vous dis, c'est le vecteur, peu importe le vecteur, mais l'effet, effectivement, peut jouer. Il y a l'emploi des munitions téléopérées. Ça aussi, c'est très important à réfléchir. Il y a notre vulnérabilité, la vulnérabilité face aux mini-drones. On est bien d'accord que le drone de type avion, globalement, il est appréhendé, il est traité. Face aux mini-drones, il y a une réflexion à mener sur les capacités de brouillage, sur les capacités de neutralisation. Aujourd'hui, ce sont des objets qui peuvent, d'ailleurs on l'a vu dans les derniers conflits, qui peuvent traverser un champ de bataille. Voilà. Alors pas forcément tous, évidemment. Il y a des moyens, mais c'est toujours assez compliqué. Voilà. Sur les enjeux industriels, effectivement, on l'a déjà tous abordé. On y reviendra plus tard. Voilà. Et un petit enjeu quand même sur la partie éthique, je pense que c'est très important. Alors on y reviendra. On y reviendra aussi? Oui. On y reviendra aussi. Je vous arrête là. C'est la dernière partie de mes questions, justement, c'est la question morale et éthique. Alors, sur la partie de la loi de programmation militaire, alors, bon, là, je ne suis pas bien placé pour vous dire si elle suffit ou pas pour couvrir le besoin, mais néanmoins, effectivement, on a ce qui est prévu notamment, c'est le drone patrouilleur pour l'armée de terre, qui effectivement couvre un besoin qui est effectivement indispensable. Acquisition de cibles, renseignement, éventuellement, mais là on est vraiment que dans du prospectif, éventuellement tir. Donc là, effectivement, on est sur un besoin de l'armée de terre, et après, effectivement, on se posera toujours la question de combien de temps pouvons-nous durer avec 14 ou 17 patrouilleurs, mais ça, c'est encore un autre sujet. 17, 5 aujourd'hui et 17 demain. Tipora. Oui, alors sur la LPM, je ne vais pas m'étendre trop. Je voudrais quand même rappeler que d'abord, la LPM, c'est toujours issu d'arbitrages extrêmement complexes et que dans cet arbitrage, en fait, il s'agit de définir un modèle d'armée qui soit cohérent et qui soit capable justement d'affronter l'ensemble des menaces stratégiques que l'on identifie, à la fois dans des engagements majeurs, de la haute intensité, de la guerre hybride, dont on voit qu'elle accompagne d'ailleurs de toute façon les compétitions de puissance, les affrontements et les engagements majeurs. Donc le fait que la LPM sanctuarise 5 milliards pour les drones, c'est un signe. Est-ce que ça va répondre après aux besoins opérationnels? On le verra, je dirais, au cours du temps, parce qu'on a bien fait le distinguo et les interventions étaient très très riches. On voit bien qu'on en fait, on est en face d'une technologie qui se caractérise par sa diversité.
Emmanuel, vous l'avez vous-même mentionné, on passe d'un drone mâle qui peut avoir 18 à 20 mètres d'envergure à un nanodrone petit drone type Black Hornet, etc. Et en fait, on se rend compte qu'on a besoin de toutes les typologies de drones. Alors, je voudrais juste rappeler, au-delà de la LPM, qui vise justement à rattraper ce retard, qui est un retard aussi, là aussi, issu de choix qui avaient été faits. Hein. C'était pas forcément non plus des mauvais choix, parce qu'on est quand même, en Europe, la seule armée à avoir un modèle qu'on disait à la fois complet, mais un modèle que le CEMA cherche dont le CEMA cherche à renforcer la cohérence, qui est le plus important aujourd'hui. Mais on a, à côté de ce qui est prévu en loi de programmation et qui va permettre de doter notamment l'armée de terre de plus de 3000 drones quand même, on a des expérimentations qui sont conduites. L'AID a lancé un appel d'offres le mois dernier sur deux petites, deux petits parce que ce sont des petits drones, c'est le Colibri et l'Arinae, je crois, donc qui sont des drones, des munitions rôdeuses. Et là aussi, pour répondre à votre question, Jean-Michel, c'est en fait c'est l'idée, innover dans la façon de conduire cette consultation, cet appel d'offres, etc. Donc, c'était pas la procédure classique de l'appel d'offres que l'on connaît par le biais des marchés publics. Mais là, au contraire, en fait, on avait spécifié les faits recherchés. Et on disait aux entreprises, aux sociétés, aux PME, aux start-up qui allaient candidater, elles, de définir en fait les paramètres et de définir le produit en fonction des effets que nous recherchions, dont l'un des effets, c'était aussi un coût minimal, je rappelle. Donc, je crois qu'il y a eu des réponses récemment, mais je ne voudrais pas m'avancer là-dessus, ça c'est vraiment quand même le domaine de l'AID. Mais je voudrais juste revenir, alors pardonnez-moi Emmanuel, je voudrais juste revenir à ce qui a été dit auparavant, là aussi c'était très riche, sur les financements, sur la BITD, sur l'ARPA, etc., la dimension européenne. Effectivement, l'idée d'un livret épargne souveraineté, c'est intéressant, on voit qu'on en a besoin. Je rappellerai que dans certains pays, en fait, justement, s'est mis en place un système de crowdfunding pour les drones. Donc, parce que les drones parlent à la population, vous mettez un système de crowdfunding pour des A400M, je ne suis pas sûre que vous ayez le même succès, mais ça fait beaucoup de... Mais pour les drones, voilà, et ça marche, Mais cela dit, on a un vrai problème de financement je dirais, alors c'est assez complexe comme sujet, mais pour deux raisons qui me semblent majeures. C'est effectivement une raison de commande publique. Donc, on est quand même dans une commande minimale, ce qui veut dire qu'une entreprise, on voit bien qu'on a une civilisation, en fait, la dualité, en fait, des technologies, à la fois du domaine civil et militaire. Mais quand vous travaillez pour le monde militaire, vous répondez à des conditions. Donc, ça veut dire qu'il y a la propriété intellectuelle, ça veut dire qu'il y a l'habilitation, ça veut dire surtout dans le domaine des drones, où vous allez toucher tout de suite à des questions de data. Voilà, donc en fait, la commande publique, pour une petite start-up ou pour une ETI, à un moment donné, ça va pas correspondre à son business model. On n'est pas sur un marché américain. D'où l'intérêt d'avoir un marché européen. Donc ça, c'est la première chose, la problématique de la commande publique. La deuxième chose, je tiens à le rappeler, et en particulier dans ces murs, parce que ça a été évoqué, c'est que investir dans la défense aujourd'hui, eh bien, c'est aussi tabou que la drogue ou la pornographie. Donc, on est quand même sur des problématiques de taxonomie. Et on évoquait d'ailleurs cette question pas plus tard que mardi soir au dîner du J4 sur les RSE, les normes ESG, etc., qui déjà pèsent lourd sur les entreprises françaises, je dirais, dans des sujets tout à fait classiques et banalisés, mais qui, dans le domaine de la défense, sont véritablement une chape de plomb. Donc, cette question du financement, de cette question, je dirais, de l'attractivité des financements dans les industries de défense ou dans des sociétés civiles qui voudraient s'orienter vers des produits de défense, elle est déjà, je dirais, elle est limitée en soi par la réglementation. Et par ailleurs, en fait, ce que vous avez mentionné est très très juste, c'est les sociétés civiles ne connaissent pas le milieu de la défense.
La idée constitue un guichet unique, elle engrange un certain nombre de projets, je crois qu'elle a plus de 500 projets par an, mais ça n'est pas suffisant et il faut effectivement, et je suis tout à fait d'accord avec vous, il faut que nous constituions une sorte de French Tech de la défense qui permette de rassembler le monde civil et le monde militaire avec aussi la BITD qui a une connaissance, qui porte en fait nos industries de défense. Donc voilà, ça c'était sur ce point. Sur les problématiques européennes, l'ARPA, le JEDA, oui, ce sont des bonnes initiatives. On verra ce que ça donnera, je dirais, dans la réalité, dans la mise en œuvre concrète. Voilà, je vais m'arrêter là, mais en fait, on pourrait vraiment continuer parce que c'est un sujet en soi. On va continuer. Directeur. Sur les sujets industriels. Alors, pour compléter votre propos, ce qui me permettra de me tourner vers les deux co-panélistes industriels, cette notion du crowdfunding, effectivement, vous y faites référence à un début de réalisation, puisque ça a permis d'acheter peut-être 2 drones Bayraktar TB2 avec la mobilisation donc, des Ukrainiens, et notamment de la diaspora ukrainienne. D'ailleurs, si le sujet vous intéresse, Xavier Titelman est expert du sujet et lui-même fait du crowdfunding pour des micro-drones qu'il envoie ensuite en Ukraine. Donc ça fonctionne. Alors moi, ce que j'ai retenu dans vos interventions, c'est cette notion de la dissuasion. Alors, le drone n'est pas encore une arme de dissuasion. Par contre, c'est une arme dissuasive. Et quand on prend l'effet psychologique, par exemple, les talibans, que je connais un peu puisque j'ai été en Afghanistan, la mort, enfin l'élimination, donc la neutralisation, dit plus diplomatiquement, du Mollah Mansour en 2016 par les Américains au Pakistan a eu un effet détonnant. Les talibans ne craignent qu'une seule chose, l'utilisation des drones. Et il suffirait qu'on en donne quelques-uns à l'opposition pour sidérer les talibans et pour leur faire un peu changer leur motivation, point de vue tout à fait personnel. Deuxième élément, et on va y revenir peut-être avec vous, la notion du drone dans la guerre informationnelle. On parle beaucoup des drones utilisés par les États, mais les drones ne sont pas utilisés que par les États. Ils sont utilisés par les groupes armés terroristes, ils sont utilisés par les organisations criminelles, ils seront peut-être demain utilisés par des pirates, ils sont utilisés par des acteurs non étatiques qui n'ont pas forcément la même éthique, qui n'ont pas forcément les mêmes règles d'engagement militaire. Donc cela pose aussi une question de l'adaptation. Et puis d'une certaine manière, nous devons aussi nous préoccuper de cette question. Prenons l'exemple de la manière dont ça a été fait très positivement pour mener à bien une opération de contre-information ou de contre-guerre informationnelle quand Wagner a utilisé un faux charnier que nous avons dénoncé par l'utilisation d'un drone au moment de la manœuvre de désengagement des troupes françaises sur le camp de Gossi au Mali en mai 2022. Donc sachons aussi utiliser cet argument et sachons contrebalancer la manière dont les drones sont utilisés par des acteurs non étatiques, en l'occurrence là une société militaire privée qualifiable de milice. Alors, voilà quelques réflexions que je voudrais livrer à notre réflexion. On va revenir sur la dimension éthique et morale pour clore ce débat entre nous, mais je voudrais me tourner vers nos industriels. Vous êtes Canadien, je ne me trompe pas. J'ai cru comprendre. Oui, c'est exact. Ouais. Voilà, j'ai cru comprendre que vous êtes Canadien. Et notre ami va donner un point de vue français. Quelles sont les coopérations possibles? Alors, on sait, nous utilisons, ou nous achetons, des drones sur étagère. On n'avait pas d'autre choix, notamment du côté américain et du côté israélien. Et on en fabrique aussi de manière plus robuste depuis maintenant quelques années. Quelles sont les coopérations possibles entre votre pays, peut-être dans la sphère francophone? Quels sont les prérequis pour créer une économie de défense, non seulement dans le cadre national, mais dans le cadre de nos engagements? Ça a été dit, la haute intensité fait que la France ne sera jamais en confrontation directe avec un adversaire, mais dans le cadre d'alliances. En ce moment, il vaut mieux ne jamais dire jamais. Bon, alors, je le mets avec beaucoup d'interrogations et beaucoup de caveats. Disons que nous serions engagés dans le cadre de nos coopérations militaires, l'article 5 de l'OTAN, l'article 242, je ne sais plus, non, 142. L'article 42, alinéa 7 du traité de Lisbonne, qui nous permet évidemment de
jouir d'une forme de coopération ou de sécurité collective. Alors je voudrais juste vous poser cette question tous les deux, d'un point de vue étranger et d'un point de vue français. Comment construire une économie de défense au-delà du simple cadre national? Je pense qu'on a un exemple concret, je veux dire, très tactique dans une certaine mesure, puisque nos deux compagnies, donc deux sociétés, en français de France, collaborent déjà sur un certain nombre de sujets. Alors je ne peux pas, moi, parler au niveau étatique. Je n'ai pas à la fois la compétence ni le mandat pour ça. Par contre, ce que je peux dire, c'est que dans le domaine de la technologie, ça fait longtemps que l'on collabore. La société que je dirige, en fait, a une filiale ici en France, elle a une filiale aux États-Unis, elle est représentée en fait dans tous les pays qu'on appelle, nous, les NATO-friendly countries. Donc, ce sont des pays avec qui on collabore de manière régulière. Et on collabore aussi avec un certain nombre, je dirais, d'interlocuteurs que je peux reconnaître ici ce soir dans la salle, de telle manière à leur amener des technologies. Et c'est avant tout, en fait, c'est notre mandat. Notre mandat, c'est en fait de créer des options, des possibilités qui vont permettre à des compagnies de travailler ensemble et de pouvoir fournir à des agences gouvernementales les moyens de supporter, en fait, les opérations du ministère de la Défense ou d'autres ministères, d'ailleurs, puisque les collaborations sont extensibles aussi dans le cadre de la France, par exemple, dans le cadre de la sécurité civile, puisqu'on fournit aussi des technologies de telle manière à pouvoir mieux former les pilotes pour tout ce qui est en fait l'attaque des feux, donc sujet qui révèle en fait une très grande sensibilité ces derniers temps. Je pense que peut-être pour revenir à ce que vous disiez, Tsipora, je pense qu'il y a un élément important. J'ai écouté tout à l'heure la députée. Un propos fort intéressant en ce qui concerne en fait les drones, l'utilisation des drones. Et elle a fait une remarque qui m'a fait légèrement tiquer, si vous le permettez. Elle a dit il peut exister une certaine concurrence entre finalement le domaine civil et militaire. Cette bataille, si vous y croyez, elle est derrière nous, de mon point de vue. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'aujourd'hui, la technologie civile est omniprésente partout. Quand on parle d'intelligence artificielle, en fait, les premiers vecteurs d'utilisation d'intelligence artificielle, c'est le grand public, c'est vous et moi, c'est en dehors de nos fonctions. Donc, quand on va parler d'utilisation, je veux dire, de technologie d'intelligence artificielle, eh bien, évidemment, on va pouvoir faire migrer certaines de ces technologies civiles vers le domaine de la défense. Et c'est en fait un peu ce que en fait, ma société fait aujourd'hui, c'est que l'on prend, je dirais, un certain nombre de technologies, y compris dans le domaine du gaming, donc des grandes sociétés comme Unreal, Unity pour parler mentionner, puis on est capable en fait de les prendre, de les adopter, de les adapter finalement à des utilisations qui vont être des utilisations plutôt à des fins militaires. Donc je crois qu'il n'y a pas aujourd'hui une opposition entre les deux, il y a une complémentarité et ça donne aussi à un certain nombre d'entreprises d'une certaine taille la possibilité de pouvoir s'insérer aussi dans les marchés de la défense. Et ça, je crois que c'est aussi un avantage, au-delà du fait qu'on doit développer aussi une certaine connaissance des processus d'achat, ce qui est vrai. La notion aussi des temps, le temps long en fait des ministères versus le temps très court des technologies et le temps très court des domaines plus publics, plus grand public. Et donc, on est obligé d'apprendre à faire ce pont entre ces deux éléments-là. Un dernier élément que je voudrais mentionner, c'est aussi la notion de taille, la taille critique. Je peux vous donner un exemple concret en ce qui concerne en fait l'achat de chips vidéo, ce qu'on appelle des GPUs en contexte technique, sur les Graphical Processing Units. En fait, ce sont des chips que vous retrouvez essentiellement dans toutes les consoles de jeux vidéo. Et j'avais un client qui, à un moment donné, me disait j'ai une super commande à passer, je vais avoir besoin de 1000 GPUs pour les 20 prochaines années. Ce client travaille dans le domaine aéronautique. Et puis, quand on est revenu vers le fondeur et qu'on lui a expliqué ça, le gars me disait écoutez, j'en fournis 17 000 par semaine à un seul client. Qu'est-ce que vous voulez que je sois intéressé par votre commande?
ne m'intéresse pas. Moi, je ne veux pas maintenir en fait tout un système de gravure pour en fait 1000 chips sur une période de 20 ans. Ça ne marchera jamais. Donc il y a aussi cette nécessité d'adaptation du domaine de la défense vers des technologies qui sont en constante évolution et dont les volumes sont tellement faibles et tellement petits que vous allez, en fait, dans une certaine mesure, devoir vous adapter à en fait, vous allez devoir adapter l'outil industriel et les processus à ces changements constants. Donc peut-être pour conclure là-dessus. Merci. Alors je vais donner la parole à Joël pour qu'il complète comment est-ce qu'on passe finalement de cette ultra spécialisation à une massification pour justement faire corps avec une société qui a besoin de comprendre où son argent est investi. Je vais répondre à Jean-Michel en partant de la fin de ton propos et puis en revenant aussi sur les collaborations, parce que j'ai un exemple intéressant à souligner. Sur les technologies civiles, alors je vais être un peu négatif, elles sont importantes et nécessaires, mais elles posent des problèmes de sécurité, évidemment. Ça, on a bien en tête que les prérequis, les exigences de technologie civile ne sont pas au niveau des exigences militaires. Donc ça, c'est un premier sujet. Donc ça demande un effort non négligeable pour arriver à garantir la sécurité et la robustesse des systèmes. L'adaptation, c'est-à-dire que les technologies civiles avancent aussi à leur vitesse en fonction du marché, des besoins que les grands groupes vont créer et qui ne sont pas aussi forcément en adéquation ou dans le même rythme que les exigences des besoins en termes de défense. Et puis il y a un autre sujet finalement aussi pour lequel il faut se poser une question, c'est cette fameuse dépendance technologique. On le voit sur beaucoup de sujets. On parle beaucoup des événements ou de ce qui se passe du côté de Taïwan avec la dépendance forte aux chipsets, à ces petits composants que tout le monde a dans son téléphone, dans sa montre connectée. Et aussi, c'est un sujet, l'utilisation de ces technos nécessite aussi de créer une dépendance ou une indépendance plutôt forte. Voilà, donc ça c'était pour rebondir sur un peu cette technologie civile qui est nécessaire à mon sens, parce qu'elle est aussi, elle raccourcit ces cycles d'innovation, c'est-à-dire qu'elle les accélère, on réduit les coûts aussi, et puis finalement on arrive à des objectifs qui étaient de définir des effecteurs peut-être auxquels on n'avait pas pensé, avec des coûts moindres et avec des cycles d'innovation, et c'est-à-dire avec peut-être une population et un écosystème plus large. Et là, j'en viens à ce fameux propos de la fameuse coopération. Alors, je ne donnerai pas le nom du grand groupe qui a mis cette initiative en place, ni du projet qui était derrière, mais peut-être certains le reconnaîtront. La mise en place d'une équipe de France, on va l'appeler comme ça, qui avait pour but de rassembler toutes les compétences à tous les niveaux, structure, moteur, système embarqué, système de pilotage, système de contrôle, tout ce que vous pouvez imaginer dans un drone. Et finalement, ça a donné des résultats assez intéressants. C'était des groupes de travail qui étaient passionnants, mais qui demandaient un effort non négligeable pour atteindre un objectif qui était satisfaisant, mais pas à la hauteur de ce qu'on pouvait espérer. Donc oui, les coopérations sont possibles, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de travail en la matière. En tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'il y a un certain nombre de PME et de TI très motivés pour s'intégrer dans ce genre de réflexion. Voilà ce que je voulais ajouter sur ces deux points. Pour abonder dans votre propos, est parue ce matin une étude qui précise qu'en comparaison période 2015-2019, période 2021-2023, l'investissement dans le secteur des semi-conducteurs aux États-Unis a augmenté de 2485%. Oui. Voilà, je laisse ces chiffres à la sagacité et à la réflexion collective. Alors, on a effleuré... Oui, vous voulez dire quelque chose, Tibor ? Allez-y. Juste réagir à ces propos. Alors d'abord, sur l'investissement, c'est certainement les effets aussi de l'IRA, Inflation Reduction Act, dont on sait, je dirais... je vais passer les réactions, mais qui sont
extrêmement révélatrice de, je dirais, de l'évolution en fait de la mondialisation et des compétitions économiques et technologiques, y compris dans des objectifs même je dirais, de développement durable et de lutte contre le changement climatique. Hein. Il ne faut pas sous-estimer ça. Il y a cette question de la dépendance. Je voulais juste revenir parce qu'il y a effectivement des points très importants qui ont été soulevés, et c'est non pas effectivement la concurrence du monde civil et militaire qui à mon sens, effectivement, est derrière nous, mais c'est les deux problématiques qui ont été soulevées. C'est la souveraineté, la taille critique. Ça, c'est vraiment très important. Je dirais, dans les questions de souveraineté, il y a cette réflexion que nous entamons sur la problématique de la dépendance assumée et maîtrisée, la dépendance que nous ne maîtriserons pas, parce que nous avons déjà au niveau européen perdu la bataille du hardware. Je veux dire, nous avons Microsoft, nous avons des Lenovo comme ordinateur, donc voilà, il y a des choses. Parfois, on est un peu schizophrène sur la question, et il serait peut-être intéressant de regarder, enfin d'analyser cette problématique de souveraineté, non pas comme une posture, mais comme, je dirais, comme une analyse objective des conditions de sécurité, des conditions de résilience, des conditions d'autonomie et de liberté d'action. Ça, c'est le premier point. Dans cette question de souveraineté, à côté de la question de la dépendance, il y a la question de la concurrence. Et là aussi, c'est un sujet qui est très, non pas la concurrence du civil et du militaire, mais ou alors la concurrence en fait du civil, du militaire, du public, du privé, de l'international, des marchés internationaux sur les talents, sur les terres rares, sur les composants, etc., etc. Ça, c'est une réalité de notre monde économique. Et si nous voulons conserver à la fois, je dirais, ce que nous appelons notre autonomie stratégique, et si nous voulons conserver, je dirais, l'éventail complet de nos capacités, eh bien, c'est une réalité avec laquelle il va falloir faire. Je vois qu'Henriette, on est rappelé à l'ordre, et pourtant il nous reste une question absolument déterminante, c'est la question de l'éthique et la question de la moralité. Je rappelle quand même qu'il a fallu attendre 2017, à la suite d'un rapport sénatorial de Cédric Perrin et Gilbert Roger, quant à l'utilisation de drones armés, et que la première frappe utilisée par la France, c'est décembre 2019, avec la neutralisation d'Anand Walid al-Sahraoui, le chef de l'État islamique dans le Grand Sahara. Donc ça pose la question, évidemment, des questions éthiques et morales. Est-ce que finalement l'arme, puisque c'est la machine qui tue et non plus celui qui est dans l'appareil, et non plus le combattant, en gros, est-ce que le pilote de drone est-il considéré comme un combattant? C'est une question que je poserai peut-être au colonel. Et puis la notion de l'effet d'individuation. On cible, on trouve, on fixe, on tracte et on cible. Ce qui est, je crois, un changement de paradigme important dans la manière dont le management de la conduite opérationnelle est faite. En gros, ça vaut ce que ça vaut. Une approche micro-territoriale ou macro-commandement, va-t-on vers un contrôle centralisé, vers une exécution décentralisée? Qui prend la décision? Est-ce que c'est la dimension centralisée ou celui qui exécute l'ordre de frappe? Et puis, dernière question, et je les présente à l'envolée pour qu'on puisse s'en saisir, un certain nombre d'ONG sont déjà en train d'attaquer le concept même de l'utilisation du drone, avec la notion de la mise en parallèle d'exécutions extrajudiciaires. Un certain nombre d'ONG ont attaqué les Américains sur un certain nombre de frappes qui ont été menées au Yémen et qui ont été menées au Pakistan. On n'en est pas là au Sahel, mais vu le contexte des pays où nous sommes engagés et où ces frappes ont été effectives, au Mali, au Burkina et au Niger, je crains qu'il va falloir peut-être s'en préoccuper un peu. Colonel. Donc je réponds relativement vite, mais relativement précisément. Alors, combien? Pardon. Je vous en prie. Combien? 5 minutes. 5 minutes. Alors, concernant la partie éthique, je répondrai pour l'armée française, c'est relativement simple. L'emploi, en fait, impose d'avoir un homme dans la boucle. Voilà. Donc, en fait, effectivement, c'est contraignant, ça impose beaucoup de choses, mais à la fin, c'est toujours un homme qui va appuyer sur le bouton pour dire « je tire ». Voilà. Alors ensuite, la deuxième question, c'est quel est cet homme? Eh bien, écoutez, ça dépend des ordres.
Cet homme, ça va dépendre des ordres qui vont être donnés à la force. Cet homme, ça peut aller de l'opérateur jusqu'au président de la République. Voilà, donc c'est, je pense, aussi simple que ça. Ça dépend de la latitude que l'on va donner à la mission, alors dans l'opération. Et donc ça dépend tout simplement de ce qu'on veut. Mais en fait, on est libre de faire ce que l'on veut. En fait, on peut très bien imaginer un drone. Ils savent très bien, ils veulent pister tel chef djihadiste. On leur a dit, celui-ci, vous le trouvez, vous tirez. Ça peut être aussi un drone. Mais écoutez, là, c'est une mission particulièrement importante. C'est le président de la République en personne qui voudra donner le top, comme je crois que c'était le cas pour des tirs en Bosnie. Le chef de l'État islamique dans ça. Voilà, donc effectivement, l'ordre, c'est le niveau du PR et c'est lui qui décidera in fine de ce qu'il délègue ou pas. Et enfin, troisième petit point, le risque. Pour moi, le risque, c'est qu'en fait, alors je pense pas que pour les drones armés du type un petit peu avion, qui est quand même très très bien encadré avec plusieurs membres d'équipage, avec un pilote, avec quelqu'un qui fait la navigation, le tir, donc tout ça c'est très bien encadré. Et globalement, il y a une certaine forme de recul. Le risque, je pense, sera plutôt dans l'emploi des munitions téléopérées, de ce qu'on appelle vulgairement, dans ce que je disais, les drones suicides, où là, on est dans une configuration plus de type de jeu vidéo. Voilà, où en fait, les gens, ils ont une manette. Ils vont actionner leur manette, un peu comme un jeu vidéo. Ils vont déplacer leur munition téléopérée, alors évidemment sur une cible a priori militaire, enfin en tout cas c'est ce qu'on leur demandera. Mais après, rappelez-vous, dans les jeux vidéo, on ne fait pas de prisonniers. Voilà. Donc jusqu'à quand la personne sera capable de se dire attention, là je tire, on m'a donné l'ordre, attention là la personne se rend. Voilà. C'est toute cette question de risque, à mon avis, cette confusion possible pour notamment, je pense vraiment aux petits drones, aux munitions téléopérées, c'est la confusion qu'il peut y avoir entre l'arme et le jeu, notamment dans l'esprit des opérateurs, mais occidentaux, mais comme dans les autres pays du monde, les opérateurs qui sont des gens jeunes, qui ont souvent pratiqué beaucoup les jeux vidéo, et est-ce qu'ils seront capables à un moment de s'arrêter parce qu'ils ne respectent plus les droits de la guerre? Et bien là, il y a un bon questionnement. Voilà. Concernant la question des ONG, bon, je révèle, je ne suis pas compétent en la matière. Moi, je veux dire que c'est une... Bon, elles sont dans leur rôle, mais c'est assez hypocrite parce qu'en fait, justement, on est quand même sur des tirs de précision. On est justement sur une capacité de ciblage et il vaut peut-être mieux cibler, alors c'est ce que font d'ailleurs les Israéliens, hein, puisqu'ils ont justement... Alors, je ne suis pas très au fait de cette technologie, mais il semblerait dans de l'open source que les drones soient effectivement équipés de systèmes d'IA qui contiennent en fait des capacités de reconnaissance adossées à une bibliothèque en fait de data d'un certain nombre de terroristes bien identifiés. Mais donc il vaut peut-être mieux effectivement éviter les dommages collatéraux et cibler plus précisément que l'évolution des capacités militaires a été en vocation d'éloigner l'homme de la guerre, de mettre à distance, depuis l'arbalète jusqu'au canon, etc. Donc, comme je disais, donc le drone est aussi une continuation en fait de cette mise à distanciation entre l'homme et la guerre, enfin entre l'homme et, je dirais, et la guerre. Bien sûr, ça va poser des questions. D'abord, il y a un problème d'entraînement. Ce que soulevait Alexis Emmanuel, c'est justement ça, c'est effectivement d'être sensibilisé et d'être suffisamment entraîné pour pouvoir, pour savoir de quoi il retourne quand on pilote un drone. Enfin, pour le moment, d'ailleurs, on est quand même sur des unités qui sont assez lourdes même, hein, donc je veux dire, le pilote n'est pas forcément seul. Et puis, ce qui va se poser certainement aussi comme question, c'est effectivement le rapport à la mort. C'est peut-être l'inconnu, en fait. Qu'est-ce que ça va impliquer? Je sais pas, on m'entend pas? Non, mais j'ai un problème, il faut que je redémarre le système. Donc...
Ah, d'accord. Merci. Merci. Bon, je croyais que c'était moi qui ne savais pas utiliser la technologie. Non, je disais simplement, c'est un problème, c'est une question sociétale qui est d'ailleurs à double facette, parce que quand on voit par exemple la Chine avec leurs problèmes démographiques, le fait de pouvoir activer des milliers de drones, ça va peut-être résoudre leurs problèmes plutôt que d'envoyer à une mort certaine, en fait, les enfants uniques des familles chinoises, même si effectivement la préoccupation humaine n'est pas toujours leur priorité, et en tout cas n'est pas la même que la nôtre. Mais voilà, donc ça pose un certain nombre de questions, et il va falloir y réfléchir, mais je crois qu'il faut surtout rester extrêmement pragmatique et ne pas faire ce qu'on a malheureusement l'habitude de faire, c'est de réglementer avant d'avoir testé et avant de savoir de quoi il s'agit. Merci Tsipora. Je suis désolée d'intervenir, mais nous avons un intermède. Nous n'aurons pas le temps pour les questions. Si tu peux conclure, Emmanuel. Alors, je vais conclure. Je voulais donner la parole à nos deux amis. Mais Non, mais je suis désolée. En 30 secondes chacun. Et après, je prendrai moi-même 30 secondes pour conclure cette table ronde. Ah, mon général, alors. Je suis désolé pour le timing. Je veux juste apporter un petit complément, parce qu'on parle quand même beaucoup des drones armés, etc. Aujourd'hui, il n'y a vraiment pas de problème. Ce qu'on a évité deux travers qu'on avait observé, c'est on est présent sur le terrain, c'est du pilotage à distance, donc on est projeté sur le théâtre d'opération, et on a évité l'amalgame qui a été fait aux États-Unis avec une utilisation par la CIA pour des missions clandestines en dehors du droit des conflits armés. Donc nous, on est resté vraiment sur une ligne qui nous permet aujourd'hui d'être serein, depuis 4 ans d'utilisation de nos drones armés. On réfléchit aussi, on anticipe, donc je suis directeur du Centre d'études stratégiques et aérospatiales, donc je vous rassure, on essaye d'avoir un cran d'avance par rapport à l'emploi, je voudrais vous rassurer là-dessus. Typiquement, au mois de janvier, on a fait un colloque sur la très haute altitude, 6 semaines avant que les ballons chinois fassent la une de l'actualité. Pareil sur le terrorisme aérien à base d'aéronefs, avant le 11 septembre 2001, on avait eu Marignane, et donc on avait déjà réfléchi à ce qu'on ferait avec ce type de menace. Donc on est dans l'anticipation. Et je voudrais apporter une précision sur l'éthique aussi, c'est que le comité éthique de défense a quand même bien travaillé sur ce sujet, et on a inventé un concept qui est le SALIA, on ne l'a pas cité aujourd'hui, mais qui est le système d'armes intégrant de l'autonomie. Et c'est important parce que ça nous permet, en ayant réfléchi auparavant, d'aller voir nos camarades allemands, et quand on parle des remous de carrière du SCAF, on sait déjà dire nous avons réfléchi, la place de l'homme, etc., les règles d'engagement, les droits des confirmés, et donc on sait parler même avec des nations qui sont très allergiques aux termes intelligence artificielle et munitions. Donc on y réfléchit. Tout ça revient à un problème de... Emmanuel, pardonne-moi, on y a non seulement réfléchi, mais nous avons un comité d'éthique qui s'est prononcé là-dessus. Il y a un avis. Oui, il y a un avis de 2021. Il y a un rapport parlementaire aussi du Sénat sur les drones qui n'a pas été cité, mais qui était simultanément avec celui de l'Assemblée, qui est très intéressant également. Et vu de l'armée de l'air et de l'espace, tout ça nous renvoie quand même à une problématique de supériorité aérienne, qui est le fond de la question, avec une dissymétrie importante entre le coût des moyens défensifs et la menace. Et il y a énormément de monde qui investit sur les drones pour des nouvelles capacités du côté offensif. Il y a assez peu de monde qui réfléchit au côté défensif. Et donc, pour revenir sur la LPM, il y a quand même un investissement important aussi sur la défense solaire, parce que c'est une question importante sur cet équilibre entre attaque et défense. Donc, supériorité aérienne, c'est ce qu'il y a dans la vision stratégique du chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace, et c'est le fond du sujet. Si les Russes avaient utilisé ce concept pour prendre Sommel, etc., ils auraient sans doute eu moins d'échecs, avec leurs hélicoptères de combat qui ont été abattus, des avions de transport, etc. Ce concept, ils l'ont pas trop développé, c'est un concept occidental. Et ce qui est un peu nouveau dans le RETEX, c'est en revanche, pour la haute intensité, c'est la combinaison de systèmes bas coût et de systèmes performants, alors qu'avant, on avait l'idée de systèmes de drones MAL en particulier, qui étaient peu adaptés à la haute intensité. Et au final, c'est une combinaison. Et il y avait une sorte de diplomatie d'abattre les drones, donc les drones Reaper en Syrie, certains ont été abattus, les drones Shahed de fabrication iranienne abattus également en Syrie, le Global Hawk abattu par l'Iran. Donc on avait cette vision du drone qui n'avait pas sa place dans la haute intensité, et ça change un peu, c'est qu'il y aura une combinaison qui permet d'apporter de la masse pour la haute intensité. Voilà, désolé pour le timing, c'était quelques compléments. Merci mon général pour ces propos parfaitement complémentaires qui tombent très bien, donc ça remarche très bien. Alors, oui, je vais le garder, mais on va devoir lâcher quand même l'estrade, mais vraiment je ne voudrais pas restreindre la prise de parole de nos deux amis. Est-ce que vous avez un mot conclusif très très bref ?
Ah oui, Et ensuite, ça peut être terminera. très rapide. Je pense que la notion d'éthique, pour moi, elle fait avant tout, en tant qu'industriel, elle fait avant tout référence aux valeurs d'une société. Donc, je pense qu'elle est tout simplement le reflet de ce que la société va vouloir poursuivre. Et je dirais, elle sera transférée, translatée dans une certaine mesure au niveau des forces armées. Je vous rappelle juste une chose. Vous m'entendez? Non, ok. Bon, ça va être sur ça là. Alors. Donc, écoutez, les choses simples pour nous. Là, à Montréal, on a le pape, ou l'un des papes en fait, de l'intelligence artificielle, Joshua Bengio. Et on a signé au tout début, d'ailleurs, il y a 3-4 ans, en fait, une sorte de charte en ce qui concerne comment on allait utiliser l'intelligence artificielle dans le futur. Donc moi, je reste relativement serein là-dessus. Il est en désaccord avec Yann Lequin, d'ailleurs. Hein. Ouais. Je m'associe pleinement à la conclusion de Jean-Michel, donc j'en rajouterai pas plus. Et mon général également, je partage vos propos sur ce sujet-là. Voilà. Alors, il est difficile de conclure, mais néanmoins, une phrase. On n'a pas parlé de la diplomatie de l'exportation des drones, mais je crois qu'on a parfaitement conscience qu'il y a peut-être un concept, une doctrine française de l'utilisation des drones qui pourrait peut-être nous permettre, à travers les écoles à vocation régionale, opérées par la direction de la coopération de la sécurité de défense, vis-à-vis d'un certain nombre de forces armées africaines, de peut-être reprendre langue d'une autre manière ou essayer de nous repositionner. Je crois d'ailleurs que notre implication dans le cadre des missions de formation d'entraînement européennes, EETM, nous permettrait peut-être aussi d'utiliser une forme de diplomatie de l'usage du drone qui, jusqu'à présent, je crois, fait défaut. Merci beaucoup pour votre attention. On a été très bavard, mais on a commencé en retard. Donc je m'en excuse. Voilà. Et donc nous allons maintenant avoir un intermède culturel, si je ne m'abuse, avec Yves Hubelmann, président et cofondateur d'Iconem. On peut applaudir évidemment très chaleureusement les intervenants. Merci pour les intervenants. Question, mais vous pourrez voir nos intervenants ensuite. Nous allons demander à notre intervenant suivant de respecter le timing sur une très très intéressante. Est-ce que j'ai un moyen de voir les minutes ? On va faire un interview et si vous avez des questions à poser aux intervenants, vous avez 5 minutes le temps qu'on installe la projection. Bien. Timing, c'était 1 heure. Tu as été excellent. Mais non, mais je pense pas. La critique, je m'en fous. Tu as été excellent. C'est mon métier. Mais c'est vrai, il faut tout demander aux minutes de ça. Non. Allez, sans recul. Non, tu t'en vas pas. Oui, je
c'est Sinon, le pupitre, il fonctionne aussi. Comment ?